Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. C'est toujours un privilège de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous allons faire une plongée dans l'économie, comme vous avez suivi au dernier Conseil de ministres dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, sur proposition de mon collègue du commerce extérieur. Le gouvernement a approuvé les dossiers qui proposent la suppression de certaines taxes et la réduction de certaines autres. Ce soir, nous allons parler donc des avantages de ces mesures, mais nous aurons aussi l'occasion d'aborder les sujets de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, y compris la SADC ou la CEAC, parce que vous savez que dans le jour qui vient, en fin de ces mois, il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu. Il est important que l'on comprenne que ce que nous faisons en interne pour assainir notre économie, c'est ce qui permettra d'abord aux Congolais d'avoir confiance au cadre économique pour y investir, mais c'est ce qui va aussi permettre d'attirer les investissements extérieurs, améliorer la productivité et tout ce qui est lié. La semaine dernière, nous avons eu une deuxième réunion trimestrielle avec les ministres et réformateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont 17 qui, quotidiennement, travaillent sous la direction du Premier ministre, sous une supervision du Président de la République, pour que des mesures soient prises pour améliorer le cadre de l'exercice des affaires en République démocratique du Congo. Évidemment, en seconde partie, il y aura vos questions et nous pourrons spécialement répondre à l'une ou l'autre question liée à la situation sécuritaire à l'Est, comme vous le savez. Bunagana est toujours occupé par les M23 et le Rwanda pour le gouvernement. Il est hors de question d'envisager une quelconque mesure qui ne serait pas conditionnée d'abord par la reprise totale de cette partie de notre territoire national. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice de redevabilité. Comme vous le savez, c'est la marque déposée de notre gouvernement. Nous avons fait de la redevabilité une question centrale dans la gestion quotidienne. Nous voulons ce soir que vous puissiez, dans vos mots introductifs, expliquer le contexte qui a conduit à cette décision de gouvernement, ainsi que les avantages économiques qu'il y a pour les Congolais et ceux qui veulent investir ici, d'avoir ces cadres progressivement assainis. Je dois rappeler que nous sommes arrivés à cette décision après concertation avec la Fédération des entreprises du Congo, ce qui démontre une fois de plus que nous travaillons en accord avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs concernés. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs qui permettront aux journalistes d'avoir de la matière pour poser des questions d'éclaircissement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci pour l'invitation. Je voudrais commencer mon mot par vous remercier une fois de plus de m'avoir associé à cet exercice. Pour aller droit au but, tout le monde sait aujourd'hui que le Congo est un véritable paradoxe. Un pays potentiellement riche, 100 millions d'habitants, donc un marché potentiel assez vaste, mais avec une économie qui ne s'était pas développée proportionnellement à ses potentiels, avec une base économique pas très large, on peut dire assez rétrécie, avec une vraie question de la diversification de son économie. Aujourd'hui, et depuis, le président de la République, conscient de cela, a estimé que le climat des affaires était l'une des clés qui devait nous permettre de pouvoir avancer. Et donc l'une des assignations que le gouvernement m'a faites en tant que ministre réformateur, c'était la question relative aux taxes, sinon aux prélèvements, à l'import et à l'export, qui est l'une des clés pour l'assainissement du climat des affaires. Comme tout le monde le sait d'ailleurs, aujourd'hui, les économies qui se développent sont les économies qui sont dotées des avantages compétitifs plus importants et que les pays qui sont dotés des avantages comparatifs, mais qui ne sont pas très compétitives, les économies, je veux dire. Et donc, il était temps que des mesures idoines soient prises pour de plus en plus rendre notre économie compétitive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en termes de motivation,
c'est l'idée de rendre notre économie attractive. C'est le discours que nous entendons tous les soirs. Maintenant, de manière concrète, comment nous faisons? Il faut une économie attractive qui permette aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, lorsqu'ils veulent prendre la décision d'orienter leurs investissements, de localiser leurs investissements, de choisir la République démocratique du Congo comme la vraie destination d'investissement. C'est le secteur privé qui développe le pays. Donc si l'environnement économique est propice au développement économique et à l'investissement, il est clair que de plus en plus, nous allons améliorer en volume et en valeur le niveau de nos investissements, et donc par voie de conséquence, notre activité économique deviendra de plus en plus dynamique et la base économique va donc s'élargir. Aussi, il y a cette question permanente de la fraude à l'exportation. Nous avons toujours suivi que tel pays est premier exportateur du coltan, tel autre pays est premier exportateur de l'or, tel autre pays exporte ceci, du café. Alors que cet or, ces coltans, ces cafés et autres proviennent deux fois de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui explique que les opérateurs économiques réunis au niveau de la FEC nous expliquent pourquoi ils exportent par ces billets-là, par la fraude. Ils assument la fraude. Mais parce qu'ils considèrent que parfois les taux d'imposition sont plus élevés en République démocratique du Congo que dans les économies tierces. C'est pourquoi ils sont parmi les acteurs de la fraude et ils n'hésitent pas à le dire. Ils assument cela. Et donc depuis un certain temps, la Fédération des entreprises du Congo a saisi le chef de l'État, le gouvernement de la République, par rapport à la problématique des prélèvements illégaux, arbitraires, à l'exportation comme à l'importation. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, ce travail a été confié au ministère du Commerce extérieur et nous sommes sur le dossier depuis quelques mois. On a travaillé en collaboration avec la FEC et tous les autres acteurs concernés, ministères, services publics ou établissements publics. Nous sommes arrivés à la conclusion, et ce sont les décisions que j'ai soumises au gouvernement, que de la panoplie des prélèvements qui nous ont été soumis par la FEC, il était urgent de pouvoir en supprimer 14. Il était important de pouvoir baisser le taux de 20 prélèvements et que les autres pouvaient être maintenus. Donc voilà, en gros, la manière dont la question a été abordée et les décisions que le gouvernement a prises à la suite de cette assignation. Maintenant, la question, mais nous sommes une économie qui veut se développer. Nous sommes dans un contexte. On appartient à l'IAC, on venait d'adhérer à l'IAC, on appartient au COMESA, pardon. Nous sommes membres de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes membres de la CAC, etc. Mais la question, qu'est-ce que la RDC, la question récurrente d'ailleurs, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait en adhérant à toutes ces communautés économiques régionales? C'est ça, ce sont des questions qui nous ont toujours été posées. Mais oui, nous avons à gagner, mais si nous n'avons pas une économie compétitive, nous n'avons pas un pays attractif aux investissements, les gains vont être très réduits par rapport à d'autres pays qui, eux, se positionnent à ce niveau-là. Sur le plan interne, il faut relancer l'économie avec les effets néfastes de la Covid-19, avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne. Chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permettent à ses citoyens d'être en sécurité. Deux politiques se mettent en mouvement. La politique de la relance par l'offre, c'est-à-dire par la production. Comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur la relance de l'économie par l'offre? La fiscalité, la parafiscalité. Ici, j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité. Si le poids fiscal est très écrasant, il n'y a pas d'investissement dans les secteurs productifs, structurels. Il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs, il n'y a pas de production donc, il n'y a pas de biens suffisamment diversifiés sur le marché. Il est clair donc que ceux qui vont être les plus grands perdants sont les consommateurs. C'est la simple loi de l'offre et de la demande.
moins il y a de l'offre sur le marché, face à une demande importante, les prix sont élevés. C'est clair et net. Et donc, ces mesures que le gouvernement vient de prendre, en supprimant 14 prélèvements fiscaux, permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance économique par l'offre, par la production. Parce que le coût de production va baisser. Exemple simple. Si un opérateur économique veut s'installer dans l'agro-industrie et qui doit importer le matériel, les équipements conséquents, ben, s'il payait en plus de droits de douane 10% d'autres taxes, d'autres frais, aujourd'hui avec ces mesures, ces 10% ont disparu. Ça veut dire que le coût de son investissement va baisser, il sera motivé à investir davantage, c'est-à-dire à accroître son investissement en quantité et en valeur, et au finish, c'est l'économie congolaise qui va en profiter, et au bout du rouleau, c'est tous les consommateurs, puisque le coût de production a baissé. Et donc, par conséquent, le prix de revient va proportionnellement baisser, et donc le prix de vente des consommateurs va se retrouver aussi avec un bénéfice par rapport à la situation initiale. Et donc, voilà pourquoi ces mesures nous semblent être importantes du point de vue de la relance de l'économie par l'offre. Du point de vue de la relance de l'économie par la demande, c'est-à-dire que la redistribution du revenu à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Que se passe-t-il? Lorsque j'importe une voiture qui me coûte 50 000 $, auprès du même industriel en Allemagne par exemple, mon frère du Congo-Brazzaville achète la même voiture à 50 000 $ auprès du même industriel. Celui de l'Angola, il achète la même voiture auprès du même industriel. Toutes choses restant égales par ailleurs, la différence entre les prix à Brazzaville, à Luanda, à Kinshasa est due principalement au fait des charges, taxes, impôts, taux de douane, etc., droits de douane, pardon, etc. Et si, au niveau du Congo-Brazzaville de l'Angola, ils ont un impôt incitatif, disons bien une fiscalité incitative, la voiture prise auprès du même concessionnaire en Allemagne coûtera moins cher. Au Congo-Brazzaville, elle coûtera moins cher en Angola et plus cher en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la suppression de ces 14 prélèvements, la situation devrait positivement s'améliorer pour que nous nous mettions au niveau le plus compétitif possible et rassurer nos consommateurs. Donc, il y a un revenu qui était prélevé sur les citoyens, donc les consommateurs, qui ne sera plus prélevé, ce qui va améliorer, je veux dire, le pouvoir d'achat du consommateur. Donc voilà plus ou moins la manière dont je voulais introduire la question, sans oublier les aspects relatifs que j'ai indiqués tout à l'heure, de notre appartenance, par exemple, à la zone de libre-échange continentale africaine. Là-dessus, nous avons, en tant que pays africain, nous sommes mis d'accord sur les préférences commerciales. Ça veut dire que la levée des obstacles non tarifaires, la levée des obstacles tarifaires, si tous les pays africains, c'est donc des préférences mutuelles, et que la République démocratique du Congo ne parvient pas à arrimer ses politiques dans ces domaines par rapport à d'autres pays, c'est nous qui sommes les plus gros perdants, aussi bien sur le plan de l'activité productive que sur le plan de la consommation intérieure. Voilà, Monsieur le ministre, comment je voulais introduire le sujet. Voilà, merci Monsieur le ministre de vos mots introductifs. À présent, nous allons nous tourner du côté de professionnels de médias pour recueillir les questions. Le principe, c'est questions directes, réponses directes, pour nous permettre d'avancer, d'être sûr que nous avons et donné les réponses appropriées. Nous allons commencer par Israël Moutala. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Ma question au ministre du Commerce extérieur se base sur la question de l'attractivité de notre économie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il sera plus facile d'exporter et d'importer en RDC comparativement à tous les pays de la sous-région?
Parce que vous avez dit ici que vous avez supprimé 14 taxes et vous avez allégé le taux de 20 prélèvements. Et vous avez maintenu 33 prélèvements. Alors, selon des études, il y a dans d'autres pays qui sont limitrophes, ils n'ont pas 33 prélèvements à l'export et à l'import. On estime que nous avons toujours beaucoup de prélèvements à l'import et à l'export. Et enfin, une question sur le taux. On estime que les taux ne sont pas... Est-ce qu'on peut nous dire sur le taux? Est-ce que ce sont des taux importants, de 50%, de 30%, de 20%? Voilà, quelle est la moyenne de taux d'allègement? Et enfin, juste par rapport aux impacts, quels sont vraiment les impacts sur le consommateur final, les impacts sur les opérateurs économiques, l'impact sur le budget de l'État? Ça va coûter combien le budget de l'État? Parce que vous supprimez certaines taxes, vous allégez certains taux de certains prélèvements, ça veut dire que l'État va perdre de l'argent. Est-ce que vous avez balancé entre l'argent que l'État va perdre et le gain social, le gain économique? Bref, d'une manière générale, serons-nous vraiment compétitifs? Voilà à peu près... j'ai plusieurs questions, mais je vais limite là pour ne pas monopoliser la parole. Allez-y, vous pouvez répondre. Oui, merci pour la série de questions. Je commencerai par la dernière préoccupation. Le choix à faire dans un pays qui veut se développer économiquement, entre une politique qui vise la maximisation des recettes à tout vent et à tout prix, et la politique qui vise l'élargissement de la base économique à travers une fiscalité incitative. Moi, j'ai choisi la politique qui consiste à élargir la base économique à travers une fiscalité incitative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une fiscalité incitative, j'ai indiqué tout à l'heure, le pays devient la destination d'investissement. Les citoyens du pays préfèrent investir dans leur propre pays plutôt que d'exporter des capitaux à l'extérieur. Et donc, il est clair que dans cette politique qui consiste à dire nous voulons élargir la base économique, il faut réduire les coûts de production à l'intérieur, et de plus en plus, nous avons des investissements, de mieux en mieux, nous avons la production, mais dans les secteurs diversifiés. Au bout du rouleau, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura plusieurs activités économiques, plusieurs activités de production, sur lesquelles on peut prélever des petits revenus, mais la théorie des économies d'échelle fait que lorsqu'on prélève un peu de revenus, mais à plusieurs millions de citoyens, on a plus d'argent que lorsqu'on prélève trop de revenus sur une petite catégorie de citoyens. Et donc la deuxième préoccupation, c'est celle-là donc. Est-ce qu'il faut écraser le peu qui existe ou il faut leur donner la possibilité d'investir davantage? Parce que le risque avec un pays où les impôts sont le poids de l'impôt est très lourd, c'est qu'on inhibe l'activité productive. Et puis on rentre dans les activités spéculatives, import-export, et puis ça s'arrête là. Et il n'y a pas de développement économique. Parce que derrière la croissance économique, qui se situe derrière la production, il y a les emplois. Il y a la multiplication des biens et services. Mais il y a l'avenir de la population qui était garanti. Donc voilà pourquoi j'ai dit, le choix que le gouvernement a fait est celui de pouvoir axer sa politique sur l'élargissement de la base économique parce qu'il vise l'attrait des investissements qui vont permettre d'accroître la production intérieure. Maintenant, vous avez posé la question de savoir, mais bon, il sera facile d'importer, d'exporter maintenant par rapport aux pays voisins ou non? La question n'est pas celle-là. La question est de dire, puisque avec un poids fiscal réduit, on peut produire davantage, il y a l'offre intérieure qui va s'améliorer, les citoyens vont obtenir ce dont ils ont besoin dans leur propre pays, la facture des importations va diminuer, par conséquent, y compris la facture des intrants va diminuer, et donc le bénéfice est là et il est clair, n'est-ce pas? Et sur le plan des importations, les biens que nous ne pouvons pas produire, parce qu'on n'a pas la capacité de les produire à l'intérieur, lorsque nous allons les importer, ils vont coûter désormais moins cher que sa situation avant le rabattement ou la suppression de ces taxes. En ce qui concerne les taux, quid du taux? Non, là-dessus par rapport
aux taxes, enfin aux prélèvements qui doivent être rabattus, je me suis adressé à mes collègues ministres, mais aussi aux structures spécifiques concernées par ces prélèvements dits arbitraires ou illégaux, que dès ce jeudi, la réunion va se tenir parce que le gouvernement nous a assigné, le ministre des Finances, le ministre d'État, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, la responsabilité, avec le ministère sectoriel, de travailler sur le choix que nous devons faire, qui soit pertinent, sur les différents taux à appliquer. Mais ceci se fera aussi en comparaison avec les pays avec lesquels on a des relations économiques assez fortes, les pays avec lesquels on commerce le plus. Puisque nous visons la compétitivité, nous irons dans la direction de l'harmonisation des taux, dans l'harmonisation de notre façon de faire, parce qu'on fait face aux mêmes préférences, on fait face aux mêmes contraintes du marché extérieur. Mais il faut éviter, et je l'ai dit, je vais le répéter toujours, nous devons devenir compétitifs et notre fiscalité doit nous permettre de l'être aussi. Au moment où nous sommes en train de parler, le ministère des Finances est en train de travailler sur la réforme fiscale. Donc ici, c'est un pas, mais pas le moindre, par rapport à ce que nous sommes tous en train de chercher, c'est-à-dire une fiscalité alléchante qui n'écrase personne. L'impact, ou les impacts. L'impact sur les consommateurs, j'ai indiqué tout à l'heure, tel qu'on est tous là, on est habillés, importés, tout ça. Mais chacun a payé sur ce qu'il a importé à travers les opérateurs économiques 2,25% de la valeur CIF de ces produits importés. Demain, cette redevance va disparaître. Chacun va gagner les 2,25% qui ne seront plus payés. C'est du concret, ça ne se discute pas. Et maintenant, comme on est dans... nous, on prend les décisions au niveau macroéconomique, elles vont être impactées au niveau microéconomique. Parfois, les liens n'est pas toujours facile à établir, mais la réalité est celle-là. En ce qui concerne l'impact sur les exportations aussi, impact sur les exportations. Mais puisque certaines taxes étaient imposées, certains prélèvements étaient imposés sur les exportateurs ou les exportations, nous allons réduire, sinon éradiquer la fraude qui était justifiée, fraude à l'exportation, qui était justifiée par le fait que les opérateurs économiques, ils fouillent notre système, ils préfèrent négocier avec un préposé au niveau de la frontière, ils passent la marchandise et il va dans un pays X, il vend ses produits dans les conditions fiscales les plus réduites et ce pays devient le premier producteur de produits que le Congo est en train de sortir de son sol. Voilà. Donc, sur le plan des exportations, c'est important. Deuxième impact sur le plan des exportations, c'est que lorsque nous exportons, nous faisons face tous au même marché presque. C'est les marchés chinois, c'est les marchés européens, c'est les marchés américains, bref, les marchés asiatiques, mais aussi les marchés africains. Mais si nous produisons tous les cafés, admettons que nous ayons les mêmes conditions de production, mais nous avons des taxes différentes. À l'import, disons mieux, s'agissant du café, à l'export. Ce qui fait que les prix du café que l'opérateur économique congolais vendra sur le marché de Londres, comparativement à celui de la Zambie et à celui de l'Ouganda, le nôtre sera plus élevé. Ce qui fait que les marges bénéficiaires sont réduites pour notre producteur congolais que celui du pays voisin. Conséquence, ce qu'il va être découragé. Il ne va plus revenir sur la même chose. Il va choisir les activités spéculatives, d'une part. D'autre part, il ne saura pas accroître ses investissements, et en volume, et en valeur. Et puis, en définitive, la production intérieure a baissé. La contribution sur les produits intérieurs a baissé. Les prélèvements fiscaux sur cette filière-là ont baissé. Et c'est le pays qui en sort le plus grand perdant. Conséquence, impact sur le budget de l'État. Non. Les prélèvements que le gouvernement a décidé de supprimer sont des prélèvements que j'ai appelés ex nihilo, qui n'impactent pas dans le budget de l'État parce que c'est des prélèvements dont le montant ne rentre pas dans la caisse du trésor public. Ce sont des prélèvements qui sont le fait des structures spécifiques, le fait des ministères
qui sont gérés et consommés au niveau de ces ministères ou au niveau de ces structures. Donc aucun impact sur le budget de l'État. Alors c'est le choix que j'ai indiqué tout à l'heure entre une économie qui se développe grâce à la réduction du poids fiscal et celle qui se rétrécit à cause du poids fiscal. Le choix pour les Congolais et l'avenir du pays est très clair. C'est une économie avec une fiscalité incitative, compétitive, qui permet finalement d'accroître les activités dans le pays. Voilà. Prochaine question, Jordan Mayenikini de Desk Echo. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre, ma première question concerne la douane congolaise qui est jusqu'à ces jours taxée comme étant l'une des douanes la plus chère de la sous-région. Alors, ce qui occasionne d'ailleurs la fraude. Par exemple, il y a des commerçants qui importent en Angola et qui font entrer les marchandises clandestinement en RDC afin d'échapper à la douane. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la suppression de ces 14 prélèvements fiscaux va-t-elle rendre la douane de la RDC moins chère par rapport à d'autres pays de la sous-région? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en rapport avec les conseils des ministres du vendredi 11 juin 2021. Nous sommes en 2021, monsieur le ministre. La RDC ou encore les gouvernements avaient fait les constats selon lesquels les pays exportent 95% des produits primaires et moins de 5% des produits manufacturés, alors que ces principales importations comprennent au moins 70% des produits manufacturés et 25% des produits de première nécessité. Alors, le gouvernement avait adopté 11 mesures pour réduire la dépendance aux importations. Questionnement, monsieur le ministre, où en sommes-nous avec ces 11 mesures prises en 2021? Peut-on connaître l'impact de ces mesures sur terrain? Merci. Merci. Merci beaucoup. Où en sommes-nous avec les 11 mesures? Il y avait une panoplie de mesures, certes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, que vous avez le plan directeur de l'industrialisation, n'est-ce pas, qui a été décidé quelques temps plus tard. Le plan directeur de l'industrialisation, c'est donner au pays la capacité d'accroître sa capacité, d'accroître sa production, mais aussi d'améliorer sa productivité. Vous avez suivi il y a peu qu'au niveau des PME, il y a quelques mois, 100 millions de dollars qui ont été distribués aux petites et moyennes entreprises. Et je pense même qu'on en est arrivé à 300 millions de dollars d'après les derniers financements qui devaient être mis à la disposition des opérateurs économiques, petites et moyennes entreprises. Et je crois que vous avez suivi ça aussi. Mais c'est ça justement, la mise en œuvre de certaines de ces mesures. Et donc aujourd'hui, ces mesures gouvernementales ont été suivies. Et c'est vrai que pas à 100%, parce qu'il faut un temps aussi, il y a un temps de prise de décision, il y a un temps de mise en œuvre des décisions économiques, surtout lorsqu'il s'agit des investissements. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons signé avec des partenaires pour la construction de centres expo, pour la construction de ceci, pour la construction de cela. Le gouvernement travaille. Le programme de construction des routes. Vous savez quel est le rôle des routes dans le développement économique d'un pays? Vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas d'économie. Donc aujourd'hui, le gouvernement a construit autant de routes. Et les choses, de ce point de vue-là, avancent plutôt très bien. Donc les mesures gouvernementales ont été suivies. Vous êtes aussi au courant du dossier que nous sommes en train de suivre, tous les gouvernements, mais le ministère de l'Industrie en particulier, sur le lithium. Vous savez aussi qu'il y a 2 semaines, je pense, le ministre de l'Industrie a inauguré plus ou moins deux usines, 2 industries, aussi bien dans le sud-est qu'à Kinshasa. Donc le travail s'est fait au niveau gouvernemental, mais je pense qu'il y a un problème plutôt d'information. Ok. Maintenant, je reviens sur la question que vous avez soulevée sur la douane. On dit que notre douane est la plus chère. Non, notre douane se trouve dans les limites autorisées par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC en sigle. Mais ce sont les prélèvements illégaux. Ce sont des prélèvements arbitraires. Ce sont les tracasseries, parfois administratives, Tout à fait. qui font que lorsque l'importateur fait la somme de tout ce qu'il a dépensé, ben, il estime qu'il a dépensé un peu plus que celui qui a importé de l'autre côté. L'importateur ne fait pas la différence. Hein.
entre les droits des douanes et ce type de prélèvement arbitraire. Ils mettent tout cela dans le cadre de la douane. Et ils vous disent, la douane congolaise coûte très cher. Il est évident, et j'ai indiqué tout à l'heure, que les prélèvements arbitraires et autres ont un poids très élevé sur l'activité économique. Mais je pense que la douane est plutôt au niveau autorisé par tous les systèmes douaniers. Je parle de l'Afrique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la perspective est davantage la meilleure. D'ici là, avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des préférences douanières. Vous avez acheté des produits d'origine africaine, vous payerez moins cher au niveau de la douane. Aujourd'hui, nous avons adhéré à l'East Africa Community. Il y a des préférences tarifaires à ce niveau-là. Il y a la levée des obstacles non tarifaires aussi. Ce qui fait que, d'ici là aussi, lorsque nous commerçons avec la Tanzanie, avec les Kenyans, vous allez voir que les produits d'origine de ces pays, comme nos produits d'origine vers ces pays-là, vont avoir des droits de douane totalement insignifiants. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Un petit commentaire sur le sujet, c'est d'ailleurs l'une des préoccupations que nous avions abordées à la dernière réunion sur le climat des affaires avec le président de la République. Les tracasseries à l'aéroport, il existe une décision qui impose que ce soit 4 services qui travaillent, mais il y a toujours des services qui ne devraient pas être là, qui veulent apparaître. Alors, au terme de cette réunion, il y a une série des tâches qui ont été confiées au ministre réformateur, justement, pour s'assurer de l'application de certaines mesures. Parce que certaines mesures souffrent justement du fait qu'on n'assure pas toujours les suivis ou que sur le terrain, les choses ne sont pas toujours faites comme on aurait voulu qu'elles se fassent. C'est pour ça que dans le cadre justement de ces comités de suivi des mesures liées à l'assainissement du climat des affaires, il y a eu cette nouvelle motivation du président de la République pour que tous les ministres sectoriels s'assurent de s'acquitter de leurs tâches. On va prendre la prochaine question de Alain Waikani de Al Jazeera. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous parlez des produits d'origine de nos pays voisins qui vont bientôt bénéficier, n'est-ce pas, avec le East Africa Community, le privilège de venir chez nous. Mais s'il faut parler des produits d'origine, je me limite juste à l'Est, là où nous bénéficions plus, nous allons plus bénéficier de l'impact direct de notre intégration. Quels sont ces produits d'origine, mais aussi est-ce que nos commerçants, nos hommes d'affaires, nous connaissons tous les difficultés telles que vous les énumérez très bien ici, qu'ils n'ont pas d'accès facilement, par exemple, comme les pays voisins, les systèmes bancaires ou accès à des crédits. Nous ne pouvons pas comparer que nous sommes sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous ne craignez pas attaquer le gouvernement? Je ne sais pas si vous avez pris langue avec les hommes d'affaires au niveau de l'Est pour savoir si et comment ils accueillent, par exemple, cette décision de notre intégration. Bien sûr, ça se passe au niveau du gouvernement, mais avec des difficultés que nous avons dans la partie Est du pays. Est-ce que ce n'est pas plutôt nos voisins qui vont bénéficier plus, qui risquent d'inonder? Prenons qu'un commerçant de Butembo qui achète généralement un produit, il a un contrat avec peut-être une usine de production au niveau de Nairobi, mais la même personne au niveau de Nairobi va se sentir libre aujourd'hui avec le privilège de notre intégration, de venir alors mettre les dépôts directement à Butembo. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens-là qui protègent notre propre investissement d'abord? Mais aussi, deuxième question, peut-être sous-question, avec tout ce que nous connaissons à l'Est du pays, je ne sais pas si c'est peut-être la population qui n'est pas informée, ou bien nous aussi nous ne sommes pas informés. Nous voyons chaque fois nos commerçants qui se battent difficilement à l'Est, des camions qui sont brûlés tous les jours, mais dans tout ce que vous faites comme les rapports des conseils des ministres, nous n'avons jamais attendu des mesures quelconques que le gouvernement met en place pour peut-être assouplir un certain nombre. Mais on voit un matin, peut-être les gouverneurs ou telle personne continuent toujours avec le rythme normal, c'est-à-dire que le gouvernement continue à prélever ce qui est à prélever sur la tête des commerçants. Mais peut-être c'est la même personne qui vient de perdre 2 ou 3 camions il y a 2 ou 3 jours, brûlés par les ADF. Est-ce que ces choses-là sont prises à charge par le gouvernement ou alors que peut-être que nous ne sommes pas informés de ça? Alors, avant que mon collègue ne puisse répondre spécifiquement sur les sujets, j'ai reçu moi-même la semaine dernière M. Polycarpe Di Vito, qui est président de la FEC Béni,
et il a été reçu à ma demande par mon collègue de la Défense et je pense qu'il devrait être reçu par mon collègue des Finances. C'est juste pour vous dire que nous suivons de près ce qui se passe à Béni. C'est vrai que la situation à Rutshuru a occupé l'essentiel de regard, mais la situation à Béni est devenue encore inquiétante, surtout sur les axes où les trafics se font, parce qu'en moyenne, c'était peut-être 1 ou 2 camions par semaine, maintenant c'est 3, parfois c'est en plein jour, et donc nous avons discuté de ça avec le président de l'AFEC pour que des mesures soient prises, notamment au plan sécuritaire. C'est pourquoi il a été voir le ministre de la Défense, mais on envisage aussi les facilités économiques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, dans l'un de nos conseils de ministres, le président de la République a parlé des mesures qui devaient être prises notamment pour favoriser les exportateurs de café, et c'est principalement dans cette zone-là qu'ils opèrent. Et donc, pour ce qui concerne cette partie du pays, les instructions du président de la République sont claires. C'est de dire que nous tous, comme membres du gouvernement, nous sommes assignés dans nos secteurs respectifs, de nous assurer que nous accordons une attention particulière dans les provinces sous état de siège. C'est justement parce qu'il y a ces opérations militaires qui s'accompagnent fort malheureusement des représailles. Donc il faut ranger toutes ces attaques sur des camions, sur des convois, comme des représailles aux mesures justement ou aux opérations que nous menons. Et donc de ce point de vue, on peut rassurer la communauté des affaires de cette partie du pays que leurs préoccupations sont prises en charge, et je pense qu'à son retour, le président de l'AFEC pourra répartir avec des mesures, parce qu'il est notamment prévu de voir, et d'ailleurs le ministre de la Défense y a délégué le week-end dernier un conseiller militaire pour aller justement voir comment la situation se passe sur terrain et comment on peut prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre à ça. Voilà, donc le ministre de la Communication a répondu à la dernière préoccupation qui a été la vôtre. J'ai reçu le président de l'AFEC, Nord Kivu. J'ai échangé avec lui sur les questions qui relèvent de la facilitation du commerce, de la sécurité des marchandises, principalement. Et je crois que les éléments qui sont évoqués par le ministre de la Communication, je ne reviens pas là-dessus parce que tout a été dit. Il faut escorter les camionneurs, il faut sécuriser les camionneurs, il faut des mesures préférentielles pour les opérateurs économiques qui se sont vus, qui ont vu leurs camions très brûlés. La question est en train d'être suivie avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention au niveau du gouvernement, et on a des échanges interactifs avec eux à ce sujet. En ce qui concerne la question que vous avez soulevée relative aux produits d'origine, non, je n'ai pas de produits d'origine aussi bien de la RDC que de tous les pays africains. La préférence, les préférences que nous avons au niveau sous-régional, les préférences commerciales que nous avons au niveau sous-régional, au niveau africain, par rapport à la baisse, sinon à la suppression carrément de certains droits de douane pour certaines catégories de marchandises. Bien sûr, il y a des produits d'exclusion qui ne sont pas concernés par cela. Les produits stratégiques de chaque pays sont généralement exclus de ce type d'approche. Non, là-dessus, ce sont les produits d'origine qui sont concernés, y compris les produits d'origine congolaise. Le café de Béni, il est d'origine congolaise. N'est-ce pas, cher ami? Vous avez le coltan, il est d'origine congolaise. Vous avez l'or aussi, qui est d'origine congolaise, pour ne parler que de ça. C'est vrai qu'on a à donner, à recevoir, mais le défi aujourd'hui est que nous soyons capables de profiter de ces vastes marchés en produisant de plus en plus et en diversifiant notre économie. C'est clair. Mais c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce que le gouvernement, conscient de cela, a pris des mesures pour pouvoir réduire drastiquement, sérieusement d'ailleurs, le nombre de prélèvements dits arbitraires. C'est la première fois. Je suis économiste formé au pays, mais c'est la première fois qu'un gouvernement décide de pouvoir supprimer 14 taxes. C'est aussi la première fois dans ce pays qu'un gouvernement décide de s'engager vers le rabattement de 20 taxes. Mais c'est justement pour répondre à cette préoccupation, je l'ai indiqué à l'introduction, rendre notre économie compétitive, ça veut dire lui donner la possibilité d'attirer de plus en plus d'investissements des Congolais et de ceux qui veulent investir dans ce pays et de changer les paradigmes. Ça veut dire que, pour profiter de ces marchés-là. Donc je crois que de ce côté-là, le gouvernement prend à bras le corps les problèmes et les mesures sont prises presque tout le temps à cet effet. Vous avez dit, bon,
Les opérateurs économiques de certains pays bénéficient de beaucoup de fiscalité, l'accès au crédit est facile, l'accès à ceci, oui. Mais je l'ai indiqué en passant. J'ai dit, la fiscalité est un pan, mais un pan important dans la remise en selle de la compétitivité de notre économie. Mais aussi, le système bancaire est aussi un pan important. Et je pense que là-dessus, au niveau du pays, au niveau de nos institutions, un travail est fait. Aujourd'hui, si vous ne vous rendez pas compte, l'accès au crédit est de plus en plus facilité qu'il y a quelques années, même si les défis restent encore. En termes de garantie, en termes de taux d'intérêt, etc. Mais on peut admettre qu'il y a une évolution substantielle. L'inondation des marchés congolais, oui, mais c'est vrai. Mais nous disons que c'est le moment de travailler. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous devons inonder notre marché par notre propre production intérieure. Mais c'est pourquoi on y travaille. C'est pourquoi on est là d'ailleurs. On va prendre des mesures. Voilà. Les jeunes entrepreneurs. Voilà pourquoi on accorde des financements des jeunes entrepreneurs pour qu'ils commencent aujourd'hui à progresser dans les activités pour en faire des millionnaires demain. Voilà. Donc je crois qu'on y travaille, mais ce sont des défis. L'avantage des défis, c'est que c'est exaltant de pouvoir les relever, comme le gouvernement est en train de le faire aujourd'hui. Voilà, prochaine question, on va prendre Pichu Mulumba, et puis ce sera Rachel Kitita et Dadi Songozo. Nous avons encore 20 minutes, donc si vous êtes bref dans vos questions, nous pourrons aller vers les réponses et permettre au maximum de journalistes de poser leurs questions. Merci beaucoup pour la parole, Excellence Monsieur le Ministre. Permettez-moi de plonger dans des questions d'actualité liées à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Et je m'adresse ainsi au porte-parole du gouvernement pour savoir qu'est-ce que les émissaires du président Tshisekedi sont allés faire en Ouganda. Était-il vraiment important pour la RDC d'aller demander des pistes de solutions de Museveni par rapport à l'agression du Rwanda sous couvert de M23? Une dernière préoccupation, Kampala propose à Kinshasa de négocier avec les M23. Quelle est la position du gouvernement? Oh là là, il fallait bien s'y attendre. De toute façon, je crois que Monsieur le ministre du Commerce extérieur, il y aura un besoin de bien expliquer parce que l'opinion doit être fixée. Nous voulons commercer avec des pays qui ne nous regardent pas de la même manière qu'on le regarde. Il y a un besoin sur ces questions d'avoir des discussions plus approfondies parce qu'il y a certains qui doutent du bien fondé de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était une parenthèse. Alors, Pichu Mulumba, il faut restituer les choses telles qu'elles sont, dans leur contexte. Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le président de la République, je pense 48 heures plus tôt, le président Museveni a contacté le président Tshisekedi pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation, évidemment, à l'Est, et pour que ces derniers proposent ces pistes de solutions. Donc l'initiative d'aller à Kampala n'est pas une initiative qui est venue de Kinshasa. Et donc, le président Tshisekedi, pris par, justement d'abord par les discussions que nous devions avoir autour du président Lorenzo avec la partie rwandaise, nous sommes partis au retour. Il y a délégué le ministre des ITPR. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous étions il y a quelques mois au niveau de Pondwe, en Ouganda, et à Bunagana, chez nous, pour le lancement de travaux de la construction de la route. Il est parti parce qu'il y a justement des questions de ce type qui étaient au centre du sujet. Il est parti avec le chef de la maison militaire, le général Toumba, le général Rui Bassira, et avec, je pense, le directeur général de la direction générale de migration. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, je vous épargne des détails parce que vous avez vu des images, ils ont été accueillis par un protocole particulier parce que directement l'audience était filmée, il y avait des médias, et il y a eu la communication qui a été faite à son retour, au retour. Le président Museveni a donné son opinion sur le sujet qui n'est pas la nôtre. Nous, le principe, c'est ce qui a été dit à Nairobi, il faut que les M23 et tous ces suppôts retournent aux positions initiales. Nous, on n'a pas besoin de singulariser une quelconque forme de négociation, de discussion avec un groupe armé, parce que nous avons commencé un processus politique à Nairobi qui implique tous les groupes armés. C'est en ce moment-là qu'un groupe s'est retiré
pour faire ce qu'il fait. Et donc pour nous, quel que soit ce qui va nous être dit, notre position, elle ne change pas. Il faut quitter Bunagana parce que nous avons convenu d'un cessez-les-feux à Luanda. Et donc, pour le moment, nous nous en tenons à cela. Et quoi que l'on dise, avant toute progression, il faut que les M23 et les supplétifs et ceux qui les soutiennent quittent Bunagana. Ça, c'est une position claire. Et c'est la position qui a été réitérée au président Museveni. Et donc, il a donné ses avis qui ne sont pas les nôtres, suivant son prisme, mais pour nous, nous sommes fermes sur ces sujets-là. Voilà. Prochaine question, ce sera Rachel Kitita et puis ce sera M. Dadi Songozo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions, une question d'actualité aussi. D'abord au ministre du Commerce extérieur, en répondant à la question de mon confrère de Desk Eco, vous dites que la douane congolaise ne coûte pas cher, ce sont plutôt des taxes prélevées illicitement. Alors ma question est de savoir où en sommes-nous avec la mise en application de l'ordonnance du président de la République sur la fixation des services qui doivent fonctionner aux frontières de la République démocratique du Congo. Alors après la suppression de ces 14 taxes, il en reste 53 en RDC. Est-ce que les 53 taxes sont du fait de ces 4 services qui doivent travailler à la frontière, le service d'hygiène aux frontières, la DGM, la douane ainsi que l'OCC? La deuxième question, c'est en rapport avec l'importation. Ne va-t-elle pas importation sur la production locale? Est-ce que l'importation ne va-t-elle pas coûter moins cher que la production locale, alors que des pays occidentaux, comme vous le savez, prennent de plus en plus le patriotisme économique en renforçant leurs frontières économiques? Une question d'actualité sur la sortie médiatique de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kaboul, monsieur le porte-parole du gouvernement, qui accuse le gouvernement congolais de ne pas être en mesure de mobiliser les recettes à la hauteur de la République démocratique du Congo, mais également on parle de la situation de l'ex. Il vous indexe noir sur blanc que vous êtes à la base de la situation sécuritaire dans le pays en vous traitant des bandes des justeurs. Je savais que vous reviendrez sur une question, madame. Ne voyez-vous pas que nous parlons des choses bien plus importantes? C'est aussi une question importante puisque c'est une question d'actualité. S'il vous plaît, madame, vous connaissez le principe ici, nous ne voulons pas aller dans la polémique ou dans l'individualisation, mais quoi qu'il en soit, je vous donnerai la réponse, mais ce sera à la fin. Parce que là, nous abordons, à mon avis, un sujet qui est crucial, qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'accroître ses moyens d'investissement, de permettre d'assurer une productivité. Je pensais d'ailleurs que vous alliez me poser la question, mais au dernier Conseil de ministres, nous avons atteint le plafond de 4,2 milliards de réserves de change. Il faut nous poser la question. Nos chiffres, si vous les voulez, c'est des chiffres qui sont certifiés par le Fonds monétaire international avec lesquels nous travaillons au quotidien. Mais cela n'est pas l'objet du sujet pour le moment. J'y reviendrai à la fin pour permettre à mon collègue de répondre aux questions. Non, merci Rachel pour les différentes questions, préoccupations exprimées. Je n'ai pas dit que la douane congolaise coûtait moins cher. J'ai dit que la douane congolaise, les droits de douane au Congo ne sont pas aussi chers qu'on l'imagine. Nous sommes dans la norme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais le problème, c'est que les prélèvements administratifs, les prélèvements qu'on a qualifiés d'arbitraires, viennent de renforcer le poids de tout ce que l'opérateur économique paye à la douane. Mais pour le commun des mortels, quand il a dédouané son conteneur, quand il a dédouané sa voiture, le chiffre total, il dit, c'est la douane. Mais là, nous sommes en train de travailler dessus. On est rentré là-dedans pour dire, on élimine déjà 14. Et je peux vous dire ce que ça représente en termes de chiffres. Non, j'en arrive. Il faut commencer quelque part. On n'est pas millionnaire si on n'a pas déjà $1. Et si on a 999 999, on n'est pas millionnaire. Il faut commencer quelque part. Et j'ai dit aussi que c'est une première
qu'un gouvernement s'engage à supprimer les taxes. Ça, il faut noter. C'est une première, et 14, hein, pas une. C'est une première aussi qu'un gouvernement se décide de baisser les taux de 20. Ça nous fait 34. Plus de la moitié de ce qui existait déjà. C'est énorme. Et voilà, c'est ça qui faisait que celui qui a importé, eh ben, ça lui coûte très cher. Très cher. Et il dit, la douane coûte très cher au Congo. Ah ben oui, parce que lui, il n'a pas besoin de savoir si c'est la douane, si c'est l'OCC, si c'est l'hygiène aux frontières, si c'est des frais administratifs. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a payé. Donc voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé dans la voie de pouvoir normaliser la situation, rendre la fiscalité plus compétitive. Mais en plus de ce que nous faisons comme travail, nous avons fait comme travail au niveau spécialement du commerce extérieur, le ministre des Finances, avec ses services, travaille sur la réforme de la fiscalité. Mais le ministre du numérique aussi travaille parce qu'il faut digitaliser, être sûr voilà. de toutes les opérations. Donc, vous avez, sous le leadership du président et la coordination du Premier ministre, un gouvernement qui est déterminé à résoudre ces problèmes récurrents qui a causé du tort à notre économie et qui a créé une inflation qui ne disparaît pas. La question parfois qu'on se pose, oh, mais attends, mais on achète ces poissons-là dans tel pays à tel prix. Mais qu'est-ce qui explique que, bien que le gouvernement ait pris telle mesure, les prix n'ont jamais baissé? Parce qu'en plus de ces prix d'achat-là, il y a cette panoplie de prélèvements qui charge l'opérateur économique. Lui, l'opérateur économique a une tâche facile. Hein? Il le répercute sur le consommateur final. Point barre. Et c'est nous qui payons. Nous, les consommateurs, qui payons. Donc, je crois avoir répondu à la question de la douane qui appartient, d'ailleurs, avec tout ce qu'on a comme engagement africain, ben, il y a beaucoup de biens qui seront importés sans payer les droits des douanes. Hein. Mais la différence entre les nations, ça sera telle à telle autre taxe qui n'a rien à voir avec les droits des douanes et telle on n'a pas. Qui l'impose aux consommateurs, donc, qui impose aux importateurs et exportateurs, qui le répercute sur les consommateurs. Fixation des services que fonctionnent, oui. Il y a 4 services qui, d'après le décret du président de la République de l'époque, et sur lesquels le gouvernement est assis, d'ailleurs, le ministre de la Communication a indiqué, qu'au cours de la dernière réunion du comité de suivi des réformes, oui, du climat des affaires, pardon, présidé par le chef de l'État lui-même, un débat a été engagé sur les sujets. Et l'assignation a été, une fois de plus, celle du ministère du Commerce extérieur, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de, comment dire, plusieurs ministères sont concernés, plusieurs structures sont concernées. Mais la volonté du président et du gouvernement, telle que il faut finalement que nous puissions avoir 4 services aux frontières, tout simplement. Maintenant, les taxes relèvent-ils de ces services? Mais non. Non. Les taxes, c'est une panoplie de taxes. Hein? Avec, si vous permettez que je regarde mon papier, mais vous n'avez pas moins de 20 services. Je crois que, Monsieur le Ministre, on va s'organiser pour transmettre. Okay. Et je souhaiterais qu'il y ait une note explicative dessus pour permettre la facilité de la compréhension de ces Voilà, questions. donc il y a autant de services qui sont concernés. Ce n'est pas les services qui sont censés être à la frontière pour éviter de tracasseries. Mais ces services ont la responsabilité d'être à la frontière. Voilà. On va prendre la prochaine. Je termine juste. Oui, allez-y, terminez. L'importation ne va-t-elle pas, les importations avec ces mesures, ne vont-elles pas coûter plus cher que la production intérieure? J'ai dit que les mesures que le gouvernement a prises, enfin les décisions prises par le gouvernement, ont l'avantage d'agir à la fois sur la politique de relance par la production, ou ce que les économistes disent par l'offre, et la relance par la consommation. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avions toutes ces taxes-là, nous importions des intrants, des biens d'équipement, qui rentrent dans le processus de production intérieure. Je prends les brasseries, je prends les cimenteries. Mais lorsqu'ils importaient les intrants,
ils étaient affectés par tous ces prélèvements. Maintenant, ces prélèvements ne vont pas impacter sur l'importation des inputs ou des machines. Ce qui fait qu'à l'intérieur, les prix de revient de ces produits vont baisser et naturellement, les prix des ventes ne vont pas subir de modifications profondes. Je vous donne un exemple simple en termes d'impact. Il y a une vignette, la vignette, comment on l'a appelé ça? La vignette fiscale qui a été proposée au niveau de la DGDA. L'impact de cette vignette fiscale, si elle était appliquée, si ces taux avaient été prélevés, pour l'agroalimentaire, ça coûte 8 millions de dollars américains. Si on avait prélevé cette vignette-là, c'est 8 millions de dollars l'an. Mais 8 millions de dollars, c'est autant d'équipements pour l'agroalimentaire. Mais au-delà, 8 millions de dollars répercutés sur les consommateurs, c'est le prix de la bière qui a augmenté, substantiellement. Donc, le produit intérieur va subir des ajustements intéressants aujourd'hui que hier. Les produits intérieurs, les produits qui, passez-moi la tautologie, les biens qui sont produits à l'intérieur, auraient dû connaître des ajustements à la hausse si ces prélèvements avaient été appliqués. C'est en fait ça les problèmes. Donc on gagne. Les producteurs gagnent, les consommateurs aussi gagnent quelque chose. Voilà un peu. Renforcer la protection des frontières. Je suis protectionniste. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Mais oui. Mais comme vous savez très bien d'ailleurs, mais nous prenons des mesures protectionnistes pour protéger notre industrie locale, les cimenteries, les brassicoles, les producteurs de barres de fer. Savez-vous que, au nom du gouvernement, le ministre du Commerce a pris des mesures de restriction d'importation, des ciments gris, des barres de fer et des bières et boissons gazeuses. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui à notre industrie d'accroître ses parts de marché en partant de sa production, de maintenir le personnel. Donc, là où nous avons un intérêt stratégique certain, parce que le pays a investi à travers les opérateurs économiques dans des domaines aussi importants, avec externalités positives ou effets multiplicateurs importants, le gouvernement prend ses responsabilités. Et nous sommes, comme beaucoup d'autres pays du monde, nous avons une intelligence économique qui permet de faire attention à tout cela. Et enfin, lorsqu'il a été décidé d'accorder des préférences par rapport aux droits des douanes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons soustrait les produits d'exclusion. On a soustrait quelques produits du bénéfice pour d'autres pays de ces préférences. Parce que si nous libéralisons ces produits-là, eh bien, face à la concurrence de certains pays, nous risquons de perdre certaines de nos industries. Et là-dessus, nous sommes très regardants. Voilà, merci. On va prendre les 3 dernières questions. Monsieur Dadi Songozo de TV5, ce sera Paul Mateldo et puis on terminera en Lingala. Nous aurons un autre briefing sûrement mercredi. Et pour ceux qui n'auront pas posé de questions aujourd'hui, on commencera par vos briefings de mercredi. Allez-y, monsieur Songozo. Une petite question. Le gouvernement passe, se succède. Le projet de la construction du port en eau profonde de Banana. Je crois que c'est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir pour des Congolais. Tout le monde le sait, des produits, des marchandises qui viennent de l'Europe transitent par le Congo-Brazzaville pour arriver en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministres du Commerce extérieur peuvent nous dire où est-ce que nous en sommes avec ces projets-là et quel impact, parce que déjà vous réfléchissez, c'est vrai, sur ce que vous allez faire au niveau interne pour essayer d'accroître les recettes et tout ça, mais aussi, pour le moment, le pays dépend aussi de l'importation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'impact de ces projets? Rapidement, avant qu'ils ne prennent la parole, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, était il y a 1 semaine ou 10 jours, je pense, à Mwanda pour indemniser, parce qu'il y avait un volet indemnisation sur les sites qui ont été répertoriés. C'est juste pour vous donner une indication que sur ces projets qui est transversal, les différentes composantes